Chaque semaine, on retient 3 actus, parfois un peu plus, qui ont attiré notre curiosité. Métro, auto, vélo, toutes les mobilités sont au programme de Plein Phare, notre talk show en direct dédié à la mobilité. Ça se passe tous les mardis soirs à 19h sur Twitch. Si vous voulez nous rejoindre en direct, on vous met le lien de la chaîne en description. Plein Phare, c'est aussi des débats, des invités et plein d'autres thématiques à découvrir tous les mardis soirs. D'ici là, donne-nous ton avis en commentaire sur ces actus de la semaine. Abonne-toi pour nous soutenir et bonne route. À présent, je crois, Guillaume, qu'on va pouvoir démarrer avec ta rubrique. Les 3 actualités majeures de la semaine. La pression. La pression. Générique. Non, Guillaume, il faut pas avoir la pression. Tu sais, je pense que celui qui a vraiment chaud aux fesses, c'est l'importateur officiel de Porsche au Pakistan. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Alors, il s'appelle Abuzar Bokhari. Voilà. Tu l'as bien dit. Oui, bah écoute, j'essaye, en tout cas, je sais lire. C'est déjà un avantage. Donc, on espère déjà que vous n'êtes pas allé au Pakistan pour acheter une Porsche. Parce que là, vous n'êtes pas prêt de les avoir. Clairement. Est-ce qu'on peut dire que ça Karachi? Je pense qu'on peut le dire, ça fait un nouveau jeu de mots à ton actif, François. Ouais, fais attention, parce que plus tu auras de jeux de mots, plus on sera tenté de te lancer des petits paris, tu vois. Au 30e, tu vois, ça y est, François, tu déclares ton amour au Sanguin Grodius, par exemple. Ah, mais je veux, c'est pour ça, c'est mon objectif. T'as préparé quelque chose? L'amour, je vous avais dit, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué les amours, en effet. Mais retournons au Pakistan, les amours transitent de la France et surtout de Porsche. Il te reste 2 jeux de mots pour arriver à 30. Bref, mais revenons au Pakistan. Putain, c'est mon âge. C'est pas grave. En fait, l'importateur qui s'appelle PAL, Performance Automotive Limited, a encaissé à peu près l'équivalent de 2 années de commandes sans rien livrer et apparemment sans rien demander à Porsche, puisqu'il n'a rien été livré au Pakistan. Donc ça représente combien d'argent? Beaucoup. En euros? Allez, en euros. 4,5 millions. Voilà. Ça fait un très 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 bel appart à Paris ou une très 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 belle demeure partout en France. C'est une somme énorme, mais quand tu connais le prix d'une Porsche, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu tant que ça finalement de commander au Pakistan. Bah quand même. 4,5 millions. Ouais, mais je sais pas si... Parce qu'en fait, pour moi, une Porsche, grosso modo, c'est dans les 100 000 euros. Après, il y en a qui sont quand même en dessous. Beaucoup plus cher. Qui sont beaucoup plus chers. Mais bon, à l'échelle d'un pays, je sais pas. Enfin bon, bref, si mes calculs sont bons, ça fait pas du tout le chiffre que j'ai en tête. Je n'arrive pas à calculer ce soir. Alors, 4,5 millions divisé par 100 000. Ça fait 4 500. Oui. C'est peut-être que les acomptes. Mais peut-être que c'est que les acomptes, je sais pas. Non, moi il me semblait que c'était effectivement les chèques. Ah non, oui, si t'as raison, c'est les acomptes. C'est que des acomptes. Ça doit pas être les modèles de base, parce que pour arriver à 4,5 millions, ça doit être de très très beaux modèles assez rares. Je pense qu'on est quand même sur de très beaux modèles. Par exemple, c'est une turbo, ça? Ça ressemble. Tout à fait. Ça ressemble. Précisément. Une Turbo S. 992 Turbo S. Donc quel est le prix de la Porsche 911 Turbo S? On n'a pas préparé ce point. Dites-le nous dans le chat. Moi, je dirais autour des 220 000 euros. Je pense. Sachant que la GT3 était à 200 000, enfin 170 000 hors taxes, mais en France, les taxes sont à prendre en compte. Enfin bref, toujours est-il que monsieur est introuvable aujourd'hui. Alors monsieur, ce n'est pas Guillaume, c'est Abuzar Bokhari, pardon. L'importateur, le directeur officiel de Porsche au Pakistan. Performance Automotive Limited, voilà, précisément l'importateur de Porsche au Pakistan. Il est introuvable, il se serait enfui soit à Dubaï, soit à Londres, selon les médias pakistanais. Et toujours est-il, malgré tout, qu'il a donné sa version des faits dans une lettre que les médias allemands, cette fois-ci, ont réussi à retrouver. Et il explique que, de son point de vue, Porsche n'a pas livré de véhicule au Pakistan depuis plus de 2 ans. Et finalement, le problème, ce n'est pas lui, c'est plutôt Porsche qui n'aurait pas livré les voitures. Sauf que, au vu de la situation est quand même assez bloquée, parce que je crois que l'importateur veut conserver l'argent. Oui, forcément. Voilà. Et logiquement. Et que les modèles, a priori, sont pas prêts à livrer, quoi. Oui, ça va être sportif pour les propriétaires, si je peux me permettre. C'est le cas de le dire. C'est ballot quand tu achètes une Porsche Turbo S, tu t'attends à avoir du sport, mais pas ce sport-là, quoi. Non, pas ce sport-là, oui. Bon, c'est une histoire de gros sous, bien sûr. En parlant de gros sous, je pense que l'histoire d'après a aussi fait aussi rentrer en compte des gros sous, plutôt l'actualité, la prochaine actualité. Tout à fait. On va passer sur un autre registre, puisque pour faire rouler des Porsche, il faut l'alimenter. Donc, soit la Taycan, on est en mode électrique,
ou pour les autres modèles en thermique avec de l'essence, parce qu'il n'y a plus de diesel chez Porsche. Et on va parler de Total, finalement, qui est en difficulté. Oui, Total, ils sont en difficulté. Je crois qu'ils ont enregistré de lourdes pertes en 2020. François t'expliquait avant l'émission que c'était la première fois en 45 ans. Ou même plus que ça. En fait, le pétrole, je vais pas dire que c'est, faut mal s'y prendre pour être en déficit, mais par définition, comme c'est un produit que vous extrayez. Et alors, jusqu'à il y a 15 ans, c'était pas si difficile d'extraire du pétrole. Maintenant que vous avez des pétroles où il faut aller les chercher à 4-5 km sous la profondeur des océans, là, ça commence à devenir un peu dangereux et qu'il faut financer de nouveaux puits. Mais le pétrole est ce qu'on appelle une activité pérenne où on est quasiment sûr d'engranger des bénéfices. D'une certaine façon, les grands majors ou les fameuses 7 sœurs américaines et britanniques sont les sociétés les plus rentables de toute l'histoire, que ce soit ExxonMobil, la BP, la Shell et la Royal Dutch Shell. Donc c'est une nouveauté. Total est peut-être à signaler d'ailleurs de toutes ces grandes entreprises du pétrole au monde, celle qui s'en sort le mieux. Malgré tout. Oui, malgré surtout, grâce à des investissements un peu mieux sentis. Alors, on va évoquer, il me semble, dans quelques secondes, le virage un peu vers de nouvelles énergies qu'ils ont suivi. C'est le cas. ExxonMobil et Shell refusent obstinément de se lancer dans l'électrique ou dans quoi que ce soit. Shell, ils ont un pied dans Unity. C'est BP qui ne veut absolument pas y toucher. Puis il me semble qu'ils ont NewMotion aussi, non? Ouais, mais c'est quand même moindre que Total Direct Energy en fournisseur d'électricité ou que les panneaux solaires Total. Ouais. Et donc oui, c'est un peu original pour le capitalisme français que de dire que Total revient à caution cette année. C'est plus une division qu'un résultat net. Tout à fait. Alors merci François pour ces précisions. Caution, c'était une blague. Je tiens à mon 29e parce que je veux mon Rodus. Allez, revenez au pétrole. Ça va être noté. On va revenir au pétrole. Effectivement, les prix du baril de pétrole se sont effondrés en 2020. Donc ça a finalement engendré aussi cette perte-là. Engendré, tout est relatif. Le prix à la pompe n'a pas été non plus... évidemment pas. N'a pas diminué en conséquence. Et figure-toi que la demande en pétrole, malgré tout, a chuté de 9% au cours de l'année 2020. Et les pertes enregistrées par Total ont été de l'ordre de 7,2 milliards d'euros, précisément. Là où en 2019, Total faisait plus de 11 milliards d'euros de bénéfices. Bon, on espère qu'ils ont mis un peu d'argent de côté pour prévenir cette perte. En tout cas, il y a des choses quand même à dire, je crois, pour le futur. Pour le futur, de toute façon, Total a investi beaucoup. Je viens d'une région où Total est très implanté et où il a déjà implanté des éoliennes sur ses terrains à Dunkerque. Donc ils ont déjà investi depuis plusieurs années dans le renouvellement d'énergie. Ils se sont bien sentis le vent tourner pour les éoliennes, bien sûr. Donc, comme on peut le voir ici, et ça rejoint un petit peu les annonces qui ont été faites aussi au niveau gouvernemental, où les pétroliers seront obligés d'avoir des stations électriques sur leur station-service autoroutière. Je ne sais pas si c'est un exemple d'autoroute, mais ça y ressemble beaucoup ici. Donc Total va investir pour être un des 5 premiers producteurs mondiaux en énergie renouvelable, donc avec plein de moyens, les panneaux solaires, l'éolien, d'autres sources peut-être encore à venir. Et du coup, prévu d'investir massivement dans un réseau de recharge. C'est ça. Alors, européen a priori, mais en tout cas en France aussi dans l'immédiat, avec notamment de la recharge ultra rapide, puisque Total a annoncé fin 2020 vouloir installer 300 stations en France d'ici 2022 en bornes de recharge ultra rapide sur les autoroutes. Sur les autoroutes et aussi sur quelques réseaux secondaires. Majeurs, oui, effectivement. Grands majeurs, parce qu'ils n'ont pas toutes les stations-service en France. Alors, ça sera une obligation pour l'ensemble des pétroliers sur autoroute, que ce soit Leclerc, Total ou Shell par exemple. Mais sur les réseaux secondaires, ce sera aussi une obligation plus à la charge de l'État, de mémoire, et notamment en Bretagne, puisqu'il n'y a pas d'autoroute en Bretagne, donc on espère qu'ils vont pouvoir aussi rouler électrique. Tout à fait. Donc en tout cas, ça c'était l'information. Et finalement, pour officialiser tous ces changements-là, pour vraiment aller dans ce mouvement-là,
Total a annoncé vouloir changer de nom et vous le voyez à l'écran, alors vous le voyez juste avant. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Bah oui, non, c'était pas drôle. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez eu le temps de le voir? Bon, le revoilà. Total serait renommé Total Energy. C'est pas serait, c'est sera. Ça a été annoncé par Patrick Pouyanné. Ça a été annoncé effectivement, qui est le PDG du coup, de Total. Qui a pris la suite de Christophe Big Moustache Margerie. Ouais, ça a été annoncé et finalement, bon, même si ce n'est pas le débat ici, mais je trouve que ce nom est quand même plutôt bien senti dans le sens où Total devient multi-énergie et véritablement opérateur de mobilité. Alors il l'était déjà avant, mais là le virage est vraiment amorcé, il s'est officialisé tout simplement. Et puis c'est pas anodin de changer de nom, hein. On pensera à par exemple PSA qui était devenu de PSA Peugeot Citroën à groupe PSA pour définitivement entériner le fait que ce n'était pas que deux marques, que ça pouvait être 3, 4, quoi, plus. Total, il faut aussi se souvenir que dans leur histoire, quand ils ont changé de nom, c'était toujours des grands moments fondateurs. À l'origine, c'est quand même... alors, je ne vais pas vous remonter l'histoire de la Société Française des Pétroles, parce que ce serait déjà un sujet que je ne connais pas si bien que ça, mais un peu loin. Mais à l'origine, Total signifie Total Fina Elf, et l'ancien logo, parce que c'est aussi un changement de logo, hein. Avant, vous aviez cette espèce de nébuleuse à 3 couleurs, jaune, rouge, orangé, bleu, qui était la réunion entre Fina jaune, rouge Total et bleu Elf. Ah, c'est ça, oui. Qui avait été abandonné, évidemment, au moment où Elf avait eu ses troubles à la fin des années 90, ses troubles judiciaires, mais... c'était l'idée de ce logo et de ce nom réunir sous une seule et même bannière, si possible, le nom le plus court possible, même si Fina aurait été encore plus court et Elf aussi. Bah, bon. Donc en fait, c'était pas le nom le plus court. Bon, le nom le plus international possible, en tout cas, parce que Elf, c'était très français. Essence et lubrifiant de France. Fina, je n'ai pas vraiment la connaissance de ce que c'est. Bon, fermons la parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, mais le fait est que c'était vraiment pour devenir l'emblème français mondial du pétrole. Et c'est pas anodin non plus comme boîte, on en a plus tant que ça au CAC 40 qui soient des si grands groupes d'énergie. Donc on pourra toujours dire qu'effectivement on peut faire son plein chez d'autres marques et on n'est pas financé par Total, donc on peut vous dire qu'effectivement c'est moins cher si vous n'allez pas chez Total, même si vous ne viendrez pas chez eux par hasard. En revanche, faut se souvenir que quand on parle de Total, on parle à la fois de puits de pétrole à Yamal en Russie, qui avait été négocié avec Poutine par de Margerie, d'immenses champs également en Amérique du Sud ou aussi au large du Mexique. C'est un voyage autour du monde que cette entreprise, pas forcément et bien évidemment pas la plus propre au monde, mais aussi une sorte d'emblème de l'excellence française ou de l'ingénierie. Totalement, non, il faut le dire. Totalement. Et une dernière astérisque, moi j'avais toujours entendu dire, mais malheureusement j'ai pas de preuve là-dessus, que dans les années 2000, comme quoi leur virage multi-énergie ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, ils investissaient beaucoup dans le nucléaire. Ils savaient déjà que le vent tournait. Je vois qu'il y a le lobby alsacien qui est dans le chat actuellement et qui parle d'Antar, le pétrole alsacien, qui apparemment serait le seul qui veuille. Et le pétrole standalien vous répondrait vers l'azur et vers l'infini. On va oublier le pétrole pour la dernière actualité, Guillaume. On va parler de voitures électriques, on va parler de Jaguar plus précisément, qui a annoncé vouloir devenir tout simplement 100% électrique à partir de 2025. C'est en effet Thierry Bolloré qui l'a annoncé. Thierry Bolloré, ça vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il était à la tête de Renault il y a encore quelques mois. Avec le succès qu'on sait. Avec le succès qu'on sait, mais il a peut-être eu quelques bonnes idées en partant chez Jaguar. Chez Jaguar Land Rover. Puisqu'il a en effet annoncé le virage en 2025 sur le 100% électrique. Donc on a déjà la voiture de l'année d'il y a déjà 2 ans maintenant. Oui, c'était 2019 du coup. Donc la Jaguar I-Pace, oui, en fonction de comment on prononce. Exactement. Des noms faciles à la Jaguar. Mais plus étonnant, c'est qu'ils avaient commencé à annoncer le renouvellement de la Jaguar XJ en mode électrique, et finalement le projet a été annoncé comme abandonné. Et oui, mais c'est assez dingue cette histoire quand même, parce que même Jaguar, il y a quelques mois, avait fait un teaser sur cette voiture. On va vous le montrer à l'écran très rapidement. On voyait la partie arrière précisément de la voiture, on voyait les feux. Et voilà, c'est cette image-là. Plutôt belle signature lumineuse. Ouais, une belle signature lumineuse. En tout cas, le projet était clairement bien engagé. Il y avait même des prototypes qui étaient testés et qui étaient photographiés par les paparazzi automobiles. Et clairement avec une carrosserie définitive. Tout à fait. Et finalement, le projet était annulé alors que les rumeurs parlaient d'une berline 100% électrique, donc finalement qui allait dans le sens de la nouvelle stratégie de Jaguar, mais potentiellement sans doute que le projet était trop coûteux à développer, puisque l'idée justement avec ces différents modèles électriques qui à terme vont arriver chez Land Rover et Jaguar, c'est d'avoir une seule et unique plateforme. Là où peut-être que la Jaguar XJ n'a pas été pensée dès le départ pour être
pour voir sa plateforme dupliquée sur d'autres modèles. Peut-être que c'est la raison. Peut-être c'est la raison. L'IPS n'était pas non plus la plus performante des voitures électriques à sa sortie aussi. Si c'était un dérivé. Et spécifique en plus, je crois, l'IPS aussi. Il me semble. Donc à un moment, il vaut mieux savoir s'arrêter sur certains projets pour mieux les rentabiliser ensuite. Donc 2025, c'est une échéance assez courte. Oui. Donc ça veut dire que toute la gamme sera renouvelée d'ici là. Hein. Oui, c'est assez dingue aussi de se dire ça. François, tu voulais ajouter quelque chose? Monsieur Dad vous répondrait que le e-Pace, je crois, date de 2018, puisqu'on l'avait essayé en 2018 tout à fait. Sur le circuit de Mortefontaine, et qu'il dérivait étroitement d'un concept car éponyme quelques années plus tard, plus tôt. Mieux vaut aussi, à propos de la XEJ, lancer un véhicule qui soit au bon moment sur son marché. Quand on a l'EQS qui va arriver, qui est la concurrente directe de la XEJ, quand on a la Model S qui se modernise et se met à jour régulièrement avec des autonomies toujours supérieures. Avec une ligne qu'on peut considérer assez britannique. Hein. D'ailleurs. Mais son designer est autrichien, donc ça on peut aussi se dire que mieux vaut ne pas lancer de mauvais modèles au mauvais moment, comme l'indique Eric. Pour le moment, ils ne produisent pas de véhicules électriques. Jaguar, il le délègue à un équipementier spécialiste du secteur, Magna Steyr. Comment t'as dit? Magna Steyr. Voilà, ok, très bien, on prononce à l'autrichienne. Exactement. Et dans le Tyrol, attention, ils ont des variants. Mais pour revenir aux voitures, le fait est qu'ils vont avoir effectivement beaucoup de pain sur la planche et pas tant d'économie que ça. Si le groupe Tata se porte bien, il n'est pas forcément sûr qu'ils aient envie de remettre au pot après 2 années où Jaguar est en baisse. L'année dernière est une année, pas qui ne compte pas, mais une année où tout le monde est en baisse, mais l'année 2019 était déjà avant-coureuse de certains soucis. Alors, ce qui est quand même assez étonnant. Ce qui est assez étonnant, c'est effectivement avec la gamme un peu vieillissante. Voilà, vieillissante. Mais qui du coup va être entièrement renouvelée. Alors plus ou moins SUV, plus ou moins berline. On verra à l'avenir ce que nous réserve. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de Land Rover, qui partage quand même les plateformes, en tout cas et certaines motorisations, ne passe pas à 100% électrique en 2025. Il y aura des modèles électriques. Et ils annoncent aussi de développer l'hydrogène pour plus tard. C'est vrai qu'ils font pas mal de tests actuellement sur l'hydrogène. Donc voilà, il y a le 100% électrique certes, mais il y a aussi d'autres énergies qui semblent être développées dans le groupe. Et puis comme un contrepoint aussi, ils ont représenté un Defender, parce que Jaguar se fait à la spécialité de relancer des vieux produits ou de fabriquer des prototypes qu'ils avaient promis de produire mais qu'ils n'ont finalement pas sortis à l'époque. Donc là, ils vont reproduire 10 Defender V8. Bien essence. Bon V8 et le pétrole total. Et avec, British Petrol, dire ça. Mais avec aussi un prix sévère. Et du coup, Land Rover rivalisera peut-être avec Ineos sur l'hydrogène. Oui, c'est assez marrant. Ineos, c'est cette marque qui finalement reprend le design s'inspire quand même pas mal du Defender de l'époque. C'est assez marrant, effectivement, de le souligner. Et qui est conçu par Magna Steyr. Magna Steyr. Et produit en France, à Ambar. En France, oui, c'est ça. Dans l'ancienne usine, la future ancienne. Je sais pas d'ailleurs s'il y a encore déjà, parce que normalement toutes les Smart maintenant sont chinoises. Là, je t'avoue que je sais pas. Mais il me semblait qu'il était resté un petit reliquat de production avant la fin définitive de leur activité, en tout cas qui se reproduit en Alsace. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur les actualités, et notamment sur cette actualité Jaguar qui est à suivre. Je pense que c'est aussi un effet d'annonce, tout simplement pour montrer aux actionnaires et à tout le monde que Jaguar n'est pas mort, même si on n'en doutait pas, mais disons plutôt que Jaguar va évoluer, s'apprête à évoluer et amorcera sa transition vers l'électrique ou de nouvelles énergies, notamment avec l'hydrogène. Voilà, tout simplement à suivre. Merci Guillaume pour ces 3 actualités majeures de la semaine. Merci de votre attention et de votre participation active. C'est tellement solennel la manière dont tu l'as dit. C'est beau.